Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du pectus arcuatum. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord remercier l'Académie de chirurgie de nous permettre de discuter aujourd'hui de cette pathologie qui reste encore mal connue et très rare. Et par la même occasion, j'aimerais remercier le professeur Beckmer de m'avoir sollicité pour mener à bien cette présentation. Alors, le pectus arcuatum, on va en parler aujourd'hui en commençant par une brève introduction. On reviendra un petit peu ensuite sur l'historique de cette pathologie. On essaiera de comprendre son éthiopathogénie et enfin, on discutera un peu de sa prise en charge à partir de nos observations cliniques qu'on a réalisées dans les différents centres de chirurgie pédiatrique français. Alors, en introduction, le pectus arcuatum fait partie d'un groupe de pathologies que l'on appelle les pectus, que vous connaissez probablement. Les pectus sont des malformations congénitales de la paroi thoracique et il en existe plusieurs types. Le plus connu et le plus fréquent étant le pectus excavatum, où il existe un enfoncement du thorax en dedans. Ensuite, vous avez le pectus carinatum, qui lui, au contraire, représente un bombement du thorax vers l'avant, qui est un peu moins fréquent que l'excavatum, mais tout aussi connu. Et enfin, vous avez le pectus arcuatum, qui est l'image de droite, où vous avez également un bombement du thorax, mais cette fois-ci de la partie supérieure du thorax, et c'est lui qui va occuper notre propos aujourd'hui. Alors, le pectus arcuatum est une pathologie rare, comme je vous l'ai dit. Il représente à peu près 1 pour 100 000 habitants en population générale et représente uniquement 1% des déformations thoraciques. C'est une pathologie qui est mal connue, comme je vous l'ai dit, et qui est malheureusement souvent considérée à tort comme un sous-type clinique de pectus carinatum. Pourquoi? Par la simple et bonne raison que dans les deux cas, vous avez un bombement du thorax vers l'avant, et donc les deux pathologies sont souvent confondues. Alors, pour comprendre pourquoi le pectus arcuatum est si particulier, on va essayer aujourd'hui de montrer et de pointer ses particularités. On va essayer de comprendre son étiologie et enfin, on déclinera sa prise en charge. Alors, pour comprendre pourquoi le pectus carinatum et le pectus arcuatum sont souvent confondus, il faut d'abord revenir un petit peu sur l'historique des publications qui ont été réalisées sur cette pathologie. Et on va commencer avec un article qui a été publié en 1957 par Shin. Shin est le premier en fait à avoir fait le distinguo entre les trois différents types de pectus. Il les classe dans cet article en trois catégories, ce qu'il appelle le funnel chest ou thorax en entonnoir, qui est actuellement considéré comme le pectus excavatum. Ensuite, il nous parle de proéminence congénitale du sternum. Cette proéminence congénitale du sternum, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui sous le terme de pectus carinatum. Et enfin, il fait un troisième type qu'il appelle le pigeon chest, thorax en pigeon, ou la proéminence, cette fois-ci manubriosternale, et non plus sternale tout court, qui est ce dont on parle aujourd'hui, le pectus arcuatum. Cet article est intéressant parce que Shin nous parle, en fait, dans cet article du traitement du pectus excavatum et carinatum, du traitement chirurgical, et il exclut d'emblée de son propos les pectus arcuatum, parce que pour lui, par la simple et bonne raison, que l'arcuatum est complètement différent de par son étiologie. Pourtant, il nous explique qu'il existe de nombreuses confusions dans la littérature entre l'arcuatum et le carinatum, puisque le carinatum est souvent à tort encore appelé thorax en pigeon, alors que ce terme devrait être réservé normalement au pectus arcuatum. Alors, si on veut illustrer un petit peu ces confusions, on peut reprendre un article qui a été publié un peu avant Shin par Lester en 1953. Et cet article nous parle de ces fameux thorax en pigeon. Pour Lester, lui, il classe les déformations de la paroi thoracique en deux types, soit des déformations de la paroi latérale du thorax qui correspondraient plutôt aujourd'hui à nos pectus asymétriques et qu'on va laisser de côté aujourd'hui, mais il nous parle ici des déformations de la partie médiane du thorax. Dans ces déformations de la partie médiane, il peut y avoir des protrusions du thorax et ces protrusions peuvent se faire selon deux types, soit une protrusion du haut vers le bas de telle sorte à ce que la partie basse du thorax est la plus proéminente. Il s'agit là, en fait, du pectus carinatum. C'est la photo que vous avez à droite de l'écran, chez cette femme qui donc présente un pectus carinatum. Et puis, la déformation peut se faire à l'inverse, du
du bas vers le haut, avec la partie haute du thorax qui est la plus proéminente. C'est la photo que vous avez à droite. Mais dans les deux cas, Lester nous parle de pigeon breast ou pigeon chest, en tout cas de pectus carinatum. Dans cet article, il nous explique qu'en fait, l'arcuatum n'est qu'un sous-type clinique de pectus carinatum. Alors pourtant, si on reprend l'article de Chine de 1957, il est facilement compréhensible que ces deux pathologies n'ont en fait rien à voir. Pourquoi? Par la simple et bonne raison que leur étiologie est différente. Effectivement, si vous prenez le groupe excavatum carinatum, les deux sont liés à une anomalie de croissance en fait, des cartilages costaux. Ce qui nous donne sur les radiothorax de profil en fait, des modifications du diamètre thoracique antéro-postérieur. Soit vous avez une anomalie de croissance par excès et donc vous avez un pectus carinatum, soit une anomalie de croissance par défaut et vous avez un pectus excavatum. Dans le pectus arcuatum, l'étiologie étant différente, le diamètre antéro-postérieur du thorax n'est pas modifié. En fait, l'arcuatum est lié à une fusion prématurée des pièces sternales, ce qui aboutit à une angulation de l'os et à cette déformation caractéristique de la partie haute du thorax. Un an plus tard, on a en 1958 Curarino et Silverman qui vont publier sur cette fusion prématurée des pièces sternales. Et vous avez en bas à droite l'image d'un enfant qui présente cette déformation caractéristique de pectus arcuatum avec ce sternum court et angulé. Et sur la radio de profil de cet enfant, vous voyez qu'il n'y a pas de suture sternale visible. Pareil, à droite, sur l'image de droite, vous avez également une radiographie de profil d'un enfant qui présente cette déformation de pectus arcuatum. Et à côté, c'est l'image de l'évaluation post-mortem de ce sternum. Et vous voyez qu'on a un sternum court, sans suture sternale visible. Alors, une fois qu'on a compris que l'étiologie du pectus arcuatum était en fait une fusion prématurée des pièces sternales, il faut qu'on revienne un petit peu sur l'ossification normale du sternum pour comprendre comment ça se passe. Alors, le sternum, en fait, il se forme à partir de la 6e semaine de gestation et il va avoir ensuite une phase d'ossification qui va s'étendre de la période prénatale jusqu'à l'âge de 18-25 ans. En fait, les noyaux d'ossification du sternum vont progressivement s'ossifier pendant la croissance et l'ossification entre le manubrium sternal et le corps du sternum, qui est la dernière à se faire, se fait même après l'âge adulte, à tel point que la fusion manubrio-sternale n'est obtenue que chez 10% des adultes. Donc, dans notre pathologie de pectus arcuatum, en fait, on comprend que la fusion, qu'il est dû à une fusion prématurée des pièces sternales, que sont en fait le manubrium sternal, les 4 sternèbres qui composent le corps du sternum, et puis enfin le processus xiphoïde. Alors Ashley nous montre dans son travail qu'il publie en 1954, il a examiné 1400 pièces anatomiques de sternum à partir de radios, de travaux de dissection, et il nous montre ces fusions prématurées des pièces sternales, et vous voyez par exemple au niveau du KO, c'était un enfant de 1 an et 8 mois qui présentait une fusion prématurée. Vous voyez la coalescence des noyaux d'ossification entre le manubrium sternal et la première sternèbre, mais aussi entre les 3e et 4e sternèbres. Et en P et Q, vous avez des fœtus à terme qui présentent des fusions également des pièces sternales. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, le sternum n'est pas figé. Et si aujourd'hui on considère qu'il s'agit d'un seul os, il ne faut pas oublier ce que disaient nos prédécesseurs, à savoir que le sternum n'est pas un seul os, mais qu'il ne le devient que chez le sujet très âgé. Et notamment au niveau de la fusion manubrio-sternale, elle n'arrive finalement que dans l'extrême vieillesse. Alors, une fois qu'on a parlé un petit peu de tout ça et de l'étiologie du pectus arcuatum, on s'est demandé, avec le professeur Beckmer, qu'est-ce qu'on pouvait dire de cette pathologie actuellement en France. Et donc, on a réalisé une étude qui s'intitule Pectus arcuatum et Pectus carinatum de faux amis. Alors, on a, pour cette étude, recensé l'ensemble des patients qui avaient un diagnostic clinique de pectus arcuatum qui étaient âgés de moins de 25 ans au diagnostic et qui étaient suivis dans les centres de Strasbourg, Saint-Étienne, Grenoble, Bordeaux et Lyon.
On a recensé 34 patients qui présentaient un diagnostic clinique de pectus arcuatum. Parmi eux, 16 de ces patients avaient une preuve radiologique de pectus arcuatum, c'est-à-dire une fusion prématurée des pièces sternales sur la radiothorax de profil ou sur le scanner. Et 12 de ces patients avaient une fusion sternale complète, c'est-à-dire une seule pièce sternale sur les examens d'imagerie. Donc, je vous ai mis ici un exemple d'un des patients qui a été inclus. Vous voyez, c'est un garçon de 6 ans qui présente sur la photo une déformation caractéristique de pectus arcuatum. Et si vous regardez son scanner en reconstruction 3D, on voit bien qu'il a un sternum court, angulé, avec une seule pièce sternale. Donc, en ce qui concerne nos résultats, on avait, dans notre population, cette déformation était présente environ chez tous nos patients dès l'enfance, voire même la petite enfance. L'âge médian à la première consultation chirurgicale était de 10 ans et l'âge moyen de 10,4 ans. Dans notre population générale, 32% des patients avaient une histoire familiale de malformation musculo-squelettique et 35% avaient une malformation associée ou un syndrome associé. Dans notre population, dans notre sous-groupe de population, ceux avec une seule pièce sternale à la radiothorax de profil ou au scanner, on avait 25% des patients avec une histoire familiale de malformation musculo-squelettique et 25% de nos patients avaient également un syndrome associé ou une malformation associée. Les malformations qu'on retrouvait fréquemment, c'était surtout des cardiopathies ou des malformations musculo-squelettiques. On reviendra un peu là-dessus par la suite. Pour ce qui est du traitement, le traitement qui a été initié chez les patients était soit orthopédique avec des orthèses ou des corsets. Les traitements orthopédiques ont été initiés chez 3 patients avec un échec de toutes les tentatives de traitement orthopédique. Le traitement chirurgical a été initié chez 11 de nos patients avec une correction complète chez 7 d'entre eux. Alors, en fait, maintenant, ce qui nous intéresse, ça va être de savoir quel est l'impact clinique pour nous au quotidien de diagnostiquer le pectus arcuatum. Pour nous, il y a 2 choses principales qu'il faut retenir. C'est que tout d'abord, l'intérêt du diagnostic de pectus arcuatum va être de dépister les malformations associées qui peuvent gréver le pronostic de nos malades. Et d'autre part, ça va être ensuite de proposer une prise en charge adaptée à cette pathologie. Donc, si on revient un petit peu sur les malformations qui étaient associées, on avait 16% de malformations cardiaques, surtout des défauts septales, donc des CIA, communication interauriculaire ou des communications interventriculaires, et ensuite des malformations squelettiques, avec surtout 25% de scoliose et 33% de syndrome de Noonan. Il faut savoir que ces malformations étaient déjà décrites dans la littérature, avec notamment en 1992 une publication sur le Currarino-Silverman syndrome, qui associait à l'époque ce qu'ils appelaient un pectus carinatum de type 2 dû à une fusion sternale complète, donc il faut entendre un pectus arcuatum, et l'association d'un pectus carinatum à une cardiopathie. Dans la littérature, on retrouve un taux de 18% de ces malformations cardiaques associées à des pectus arcuatum, ce qui revient à peu près à ce qu'on avait retrouvé dans notre cohorte. Les malformations squelettiques étaient également décrites dans la littérature. Et vous voyez par exemple ici, un de nos patients qui présentait, vous voyez en bas à droite, c'est la reconstruction de son sternum, donc cette déformation caractéristique. Et sur l'image de droite, vous voyez que cet enfant avait des malformations vertébrales avec des hémivertèbres. Alors maintenant qu'on a un peu compris tout ça, quelle est la prise en charge du pectus arcuatum? Est-ce que son traitement doit être finalement identique au pectus que l'on connaît, et notamment le pectus carinatum? Dans le pectus carinatum, ce qui peut être beaucoup utilisé, c'est les orthèses de compression, ces orthèses qui permettent donc de corriger la déformation. Elles fonctionnent dans le pectus carinatum par la simple et bonne raison que cette pathologie, comme on l'a dit, est due à une anomalie de croissance des cartilages et donc la déformation reste plastique. Elle peut donc répondre à ces orthèses de compression. Dans le pectus arcuatum, la problématique est différente puisqu'on a une fusion sternale complète et le sternum étant incompressible, il ne répond pas à ce traitement. C'est ce qu'on voyait dans notre cohorte. Aucun de nos patients n'a répondu au traitement orthopédique. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est évidemment la possibilité d'un traitement chirurgical
Alors, la chirurgie de référence du pectus carinatum reste la chirurgie de Ravitch, qui a été publiée dans les années 1950, avec des ostéotomies sternales qui sont en général en fin de croissance. C'est un traitement qu'on peut effectivement proposer dans le pectus carinatum, mais c'est le traitement qu'on propose le plus souvent actuellement. Mais il faut garder en tête que ce traitement finalement ne répond pas à l'éthiopathogénie de la maladie. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas repenser le traitement et permettre une segmentation sternale précoce pour permettre enfin une croissance normale du sternum et donc du thorax. Alors, pour illustrer juste un petit peu mieux mon propos, je vais juste vous raconter une petite histoire clinique d'un patient qui a été vu par le professeur Beckmer en consultation l'année dernière. C'était un petit garçon âgé de 7 ans quand il est arrivé à la consultation de malformation thoracique. Il avait comme principal antécédent une cardiopathie qui avait été opérée à l'âge de 1 an. C'était une communication interauriculaire avec un retour veineux pulmonaire anormal. Il avait donc eu une sternotomie. Le cardiologue et le pédiatre qui le suivaient avaient constaté une déformation thoracique qu'ils avaient attribuée à la sternotomie, et c'est dans ce contexte qu'ils l'avaient adressé au professeur Beckmer. Et en reprenant finalement l'interrogatoire avec la maman nous témoignait en fait que la déformation du thorax était finalement présente bien avant la sternotomie et qu'elle était présente avant la chirurgie de cardiopathie. Si on reprend le scanner en 3 dimensions ici de ce patient, vous constatez qu'en fait, il ne s'agissait rien d'autre que d'un pectus arcuatum avec cet aspect de sternum court et angulé qu'on a pu voir pendant toute la présentation. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exposé? Eh bien, tout d'abord, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est que le pectus arcuatum n'est pas une forme clinique, n'est pas un sous-type clinique de pectus carinatum, et c'est une forme clinique à part entière de pectus. Il a une étiologie propre qui est la fusion prématurée des pièces sternales, et l'intérêt principal de son diagnostic, ça va être de dépister les malformations associées, effectivement surtout les malformations cardiaques, car elles peuvent gréver le pronostic de nos malades. Et la dernière question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un traitement étiologique propre qu'il faudrait repenser. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a un micro. On a un micro juste là. Oui, elles sont là, c'est leur jeu de temps. En tout cas, un très grand merci d'avoir accueilli, de nous avoir accueillis à l'académie et bravo pour ce très bon travail, parce que c'était des mois et des mois que Sarah bossait dessus. Elle a compris que c'était pas simplement une histoire de plus d'Anton que ça racontait dans le détail. C'est aussi une petite fable médico-chirurgicale intéressante, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez que dans les traités hypothétiques, par exemple, on avait parfaitement noté le traitement, le traitement de la prise en charge du style anal, par exemple. Ça n'a rien à voir. Mais ce développement est totalement oublié. C'est pourquoi le développement s'était concentré à 17 reprises, semble-t-il, peut-être plus, peut-être un peu moins. Parce qu'on avait oublié. Et ce qui frappe ici, c'est qu'on est dans la société maintenant de l'Internet. Il ne peut rien oublier avec ça, parce que tout est consigné. Mais c'est faux, au contraire. Il a fallu regarder ce travail magnifique qu'elle a fait, elle a fouillé dans ses papiers, mais on a tout oublié. On a des pédiatres, des cardiologues pédiatres, c'est incroyable, qui ont oublié le lien qu'il y avait entre cette déformation qui est très particulière, qui n'a rien à voir avec les autres, et l'association qu'il y a avec d'autres malformations, qui est particulièrement importante, de lister précédemment, etc. Donc, en fait, c'est une petite leçon d'humilité aussi pour nous tous, je pense. Merci, bravo. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je voulais vous demander, alors, le préjudice pour ces jeunes patients, finalement, c'est un préjudice fonctionnel, c'est un préjudice esthétique, quel est voilà, sur le plan de la qualité de vie?
Alors, le préjudice des pectus arcuatum, finalement, il reste un peu le même que dans tous les types de pectus. C'est un préjudice qui va être surtout sur la perception du corps de l'enfant. C'est souvent des adolescents qui sont complexés. Et en fait, la prise en charge chirurgicale du pectus, finalement, elle se fait souvent pour des raisons de dysmorphie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions en particulier, ceux qui sont en visio, monsieur le visio dans la basket, pas de questions. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir attiré l'attention sur une pathologie que je pense beaucoup que nous ne connaissions pas vraiment, identifiée. Merci à vous. Merci.